Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Ce matin, dans le Da Fresh Morning, on reçoit Monsieur Zébekale. Gina, tu le connais? Oui, Monsieur Zébekale de la SEM. La SEM, voilà, la Société équatoriale des mines. Oui. Je me souviens qu'on l'avait rencontré à ce bureau une fois. Voilà. Exact. Quand vous étiez venu interviewer ma collaboratrice. C'est ça. Tu vois, je n'oublie pas, moi aussi je n'oublie pas. Monsieur Zébekale, on vous a déjà reçu dans le studio des 104.5. C'était pour parler de vous, de vos activités, de votre rôle au niveau de la SEM. Mais nous, aujourd'hui, ce matin, on a pris un point de cet entretien et on a demandé à vous recevoir pour que les choses soient un peu plus claires dans nos têtes. On veut comprendre deux concepts dont vous avez dit vous étiez l'exemple parfait. On veut comprendre le concept de l'égalité des chances prôné par le candidat Ali Bongo Ondimba qui est président sortant, et on veut avoir des explications claires sur le concept de la méritocratie. En votre entendement personnel, peut-être pas l'entendement général ou intellectuel ou scientifique, mais vous en tant que Gabonais qui partage les mêmes questions, les mêmes problèmes, les mêmes préoccupations que tous les autres. On va pas revenir sur votre histoire. Ceux qui veulent connaître Monsieur Zébekale, qu'ils aillent sur le YouTube d'Urban FM. Voilà, notre chaîne YouTube, ils auront des informations et des détails sur ce qu'il est, d'où il vient et comment il en est arrivé là. Pour vous, c'est quoi l'égalité des chances? Pour moi, ça veut dire que quel que soit l'endroit où on est, quels que soient les parents qu'on a, on peut arriver le plus loin possible. Donc ça veut dire que l'enfant qui naît de parents qui habitent à la Sablière, c'est pas parce qu'il est né là-bas que forcément c'est lui qui devra avoir la meilleure position professionnelle plus tard. Le gars qui est né au village, qui a été à l'école publique au village, etc., peut et doit pouvoir arriver le plus loin possible. Il peut même, s'il est meilleur que les autres, devenir le responsable, par exemple, de sa structure, etc. Pour moi, c'est ça l'égalité des chances. Est-ce que c'est pas un peu aussi léser l'enfant de la Sablière? Parce que l'enfant de la Sablière, il peut être aussi premier de la classe. Hein. Ah, mais c'est pas ce que je dis. Je dis que chacun a sa chance. Du moment que vous êtes le meilleur. Que vous soyez de la Sablière ou bien de la baie des Cochons, vous devez être le meilleur pour assurer les responsabilités. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour que ça soit pratique et concret? Moi, je pense qu'il y a des mécanismes qui sont peut-être pas parfaits, mais qu'on a déjà mis en place durant les 7 dernières années. Il faut maintenant les perfectionner. Par exemple, auquel? Le nombre de bourses a augmenté. Donc, ça veut dire que ceux qui n'ont pas de moyens par leurs parents peuvent maintenant avoir des études beaucoup plus poussées, ce qui veut dire que ça les met dans une position bien meilleure, justement, pour compétir avec d'autres dont les parents ont de plus grands moyens. Par exemple, en 2009, il y avait 15 000 bourses qui étaient octroyées. En 2015, il y a eu 30 000 bourses qui ont été octroyées. Le montant même des bourses a augmenté. On est passé de 36 milliards en 2009 à 59 milliards en 2015. Donc, on a fait un effort considérable justement pour permettre au plus grand nombre d'enfants de poursuivre leurs études. Aujourd'hui, il y a 95% des bacheliers qui obtiennent la bourse. Donc, c'est quelque chose de très important. On ne va pas voir les effets tout de suite, mais à long terme, ça va se voir. Il y a des enfants qui viendront de parents aux revenus modestes qui vont aller beaucoup plus loin dans leurs études et qui pourront accéder à de plus hautes responsabilités. Oui, Gina. Certains disent que c'est un droit d'avoir accès à l'éducation, c'est un droit d'avoir accès à un emploi, c'est en tant que citoyen, c'est notre droit de l'avoir. Pourquoi est-ce qu'on parle d'égalité comme c'était un cadeau qu'on faisait aux gens? Pourtant c'est leur droit. Ok, Gina, que ce soit l'égalité des chances ou bien que ce soit un droit, est-ce que, en fin de compte, ce qui est plus important, ce n'est pas justement d'avoir accès à cette opportunité-là, d'avoir accès à l'école dans son village, dans son quartier, d'avoir accès à de bonnes conditions de scolarité, de pouvoir aller beaucoup plus loin, de pouvoir aller faire ses études, aller faire des études supérieures. Est-ce que c'est pas ça le plus important? Maintenant, si vous voulez appeler ça égalité de droit ou égalité des chances, pour moi, c'est pas ça le plus important. Si vous allez demander aux gens qui sont concernés, ils vont vous dire qu'ils s'en foutent en fait. Que ce qu'ils veulent, c'est avoir l'opportunité d'aller le plus loin possible.
qu'on ne leur dise pas « Ah oui, non, ton dossier n'est pas arrivé, n'a pas été étudié parce que tu n'as pas un parrain, tu n'as pas quelqu'un qui est venu pousser ton dossier ou tu n'as pas misé. » C'est ce qu'on veut arrêter. Voilà. Est-ce que c'est possible, pardon la fraîche, est-ce que c'est possible d'arrêter donc ce que vous veniez de décrire là, que le candidat sortant dans ces meetings, il appelle les privilèges. Est-ce que c'est possible de mettre fin à ces privilèges là quand on sait que c'est ce qui a rythmé 50 ans par exemple? Comment est-ce qu'on va le faire? On revient donc à la question des mises en place des garde-fous en quelque sorte. Parce qu'on peut bien le dire, mais s'il y a des gens par exemple qui n'ont pas envie de le faire, on ne va pas y arriver. Ah, mais bien sûr que ceux qui bénéficient des privilèges, ils vont toujours critiquer quand on veut réformer les choses, n'est-ce pas? Le changement fait mal, ça fait peur à ceux qui bénéficient justement de l'ancien système. Mais il faut qu'on essaye, parce que vous pensez que la situation est tenable, vous pensez que pendant 50 ans, on peut encore travailler de la même manière qu'on a travaillé auparavant? Moi, je ne crois pas. Il faut qu'on évolue, on est au 21e siècle. Vos enfants, vous voulez qu'ils aient les meilleures chances possibles. Voilà. Donc c'est simple. Donc, pour que vos enfants aient les meilleures chances possibles, il faut qu'on donne l'égalité des chances à tout le monde. Comment on va vérifier l'effectivité de ce mécanisme? On va mettre quoi en place? Des lois ou on va miser sur l'éducation ou la moralité des gens? Parce que même en présence des lois, les gens peuvent contourner la loi pour se faire plaisir, pour avoir accès à des privilèges. Ah, mais si on ouvre, par exemple, le fait de donner les bourses à tout le monde, que ce soit beaucoup plus démocratique que ça l'était avant. Oui. Quand on a 15 000 bourses à donner, c'est sûr que ceux qui connaissent les gens à l'intérieur ont plus de chances d'avoir ces bourses. Mais si on dit les bourses sont ouvertes à tout le monde, que 95% des bacheliers ont maintenant accès aux bourses, ça devient à la limite inutile de vouloir essayer de contourner le système, puisque tout le monde y aura accès. Voilà. Ah d'accord, ok. là, je comprends clairement. Je comprends ça clairement. Mais en dehors de ces procédures-là, il faut quand même mettre une batterie législative en place. Certainement, il faudra prendre des mesures législatives, des mesures réglementaires pour s'assurer que les gens n'essayent pas de réintroduire en douce des privilèges indus. Il faudra également choisir les bonnes personnes qui c'est la question que j'allais poser. Comment on va faire pour trouver les bonnes personnes? C'est clair que vous pouvez mettre en place toutes les règles que vous voulez. Si vous n'avez pas les bonnes personnes, la réussite ne sera pas forcément au rendez-vous. Urban FM. Moi, je vois votre studio est super. Mais c'est parce que vous êtes individuellement talentueux que l'écouteur, l'auditeur, apprécie, écoute la radio. Mais si vous n'étiez pas talentueux, malgré tous les équipements que vous avez, le rendu ne serait pas le même. Vous partagez la vision du candidat Ali Bongo concernant l'égalité des chances, oui. Mais au-delà de ça, vous dirigez aussi une entreprise qui est très grosse au Gabon, la Société équatoriale des mines. Comment vous matérialisez l'égalité des chances dans votre entreprise? Je donne accès à tout le monde. Les gens que j'ai recrutés, je ne sais pas d'où ils viennent. Tout ce que je regarde, c'est le CV, c'est les compétences. Et je leur dis à chaque fois qu'on est là pour l'avenir de nos enfants. On n'est pas là parce que, on a été nommé ou on a été recruté. On est là juste pour passer. Ce qu'on est en train de créer, de construire, c'est une institution qui va nous survivre à tous. Et qui va bénéficier à nos enfants, à nos petits-enfants. Donc, si on n'épouse pas cette vision-là, autant qu'on arrête. Et je pense que je mets tellement la pression sur mes collaborateurs pour qu'ils fassent du bon travail que ceux qui sont là par hasard, qui malgré les contrôles qu'on peut mettre en place au moment de l'embauche ne tiennent pas, eux-mêmes ils sentent qu'il vaut mieux qu'ils aillent ailleurs. Et à la limite, tant mieux pour eux, parce qu'ils pourront dire « Ah, j'ai travaillé à la Société équatoriale des mines, ça fait une expérience, donc je peux me recaser ailleurs, où peut-être la pression est moindre. » Mais c'est ce que je demande aux gens. Je suis très exigeant avec mes collaborateurs. Et je pense que c'est comme ça que les choses, petit à petit, peuvent avancer. Il y a des gens, là on va rester vraiment dans les a priori, en fait, que les gens ont concernant cette égalité des chances pour essayer de l'expliquer plus facilement aux gens. Il y a des gens qui disent que durant le septennat du candidat sortant, ça a beaucoup été une affaire de copinage et de bons potes, en fait, qui tournaient autour de lui. Et on ne peut donc pas parler d'égalité des chances dans ce cas. Quelle est votre position? Moi, avant 2009, je ne connaissais Ali Bongo Ondimba que de nom. Je ne l'avais jamais rencontré. Je travaillais à l'étranger. Je souhaitais rentrer au Gabon. J'ai envoyé mon CV.
j'ai passé des entretiens et c'est comme ça qu'on m'a recruté. Voilà. Pour moi, je pense que je suis... Est-ce que vous savez si vous étiez en concurrence avec certains ou pas? Ça, je ne le sais pas, on ne me l'a pas dit. On me l'a pas dit. Mais malgré tout, ce n'est pas parce que, un parent envoyait mon CV, etc., que j'ai été recruté. Sinon, je pense que depuis, on m'aurait déjà enlevé. On m'a recruté parce qu'on estimait que j'avais les compétences nécessaires pour remplir la mission qui m'était assignée. À un moment, si on estime que je n'ai plus les compétences parce que maintenant la mission doit être différente, on mettra la bonne personne, la meilleure personne à ce moment-là en place. Donc moi, je pense que je suis un exemple de l'égalité des chances. Quand j'étais au lycée, j'ai eu la bourse comme tout le monde. Quand j'étais à l'université, j'ai eu la bourse comme tout le monde. Mes parents n'étaient pas particulièrement privilégiés. On a eu de la chance, mais comme on était nombreux, ça pesait sur tout le monde. Donc tout le monde ne pouvait pas forcément faire ce qu'il avait envie de faire, parce qu'il fallait tenir compte de ce que les autres également voulaient. Mais, en travaillant dur, j'ai pu avancer petit à petit dans ma carrière professionnelle et me retrouver là où je suis. À terme, disons, après la mise en place de ce programme d'égalité des chances, à terme, selon vous, les perspectives, qu'est-ce que vous pensez qu'on arrivera à accomplir dans le pays ? Si on arrive véritablement à le démarrer. Énormément, parce qu'à partir du moment où tout le monde pense que si je travaille dur, je vais être récompensé. Si je travaille dur, je peux aller aussi loin que possible. Qu'il n'y aura pas de barrière parce que mon nom n'est pas le nom d'une personne connue, parce que je ne suis pas né à tel endroit, parce que je n'ai pas grandi à la Sablière. Ça veut dire que les gens vont mettre encore plus d'ardeur dans leurs tentatives. Que ce soit les entrepreneurs, ils pourront se dire, bon, si je travaille, si je fais bien, si je réponds bien à l'appel d'offres pour un marché, j'ai des chances d'avoir le marché. Ce sera plus réservé à certaines personnes. Vous pensez réellement que c'est sérieux qu'on peut atteindre l'égalité des chances? Même dans les grands pays, ça n'existe pas concrètement, même s'ils font semblant. On sait qu'il y a des gens qui sont pistonnés. On regarde aujourd'hui le tissu politique des États-Unis, on a l'impression que c'est les mêmes personnes qui tournent à la tête du pays. En France, c'est un peu la même chose. Vous pensez que nous, au Gabon, on peut atteindre une égalité concrète pour tous les citoyens? Dafresh, je pense que c'est parce que vous regardez, ces pays-là à un instant T. Mais si vous comparez, vous prenez l'exemple des États-Unis, première puissance du monde selon certains, vous comparez les États-Unis aujourd'hui aux États-Unis il y a 200 ans. Il y a eu une évolution positive. Les gens peuvent faire maintenant des choses qu'ils ne faisaient pas il y a 200 ans parce que c'était contrôlé. Il faut qu'on arrive, c'est un processus. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. Et ce n'est pas du tout ce que le candidat Ali Bongo Ndiba promet. Il dit simplement que si nous ne modifions pas nos comportements, si nous ne changeons pas nos mentalités ensemble, nous n'y arriverons pas. Pour arriver, il faut commencer. Voilà, c'est ce qu'il dit. Et quelle doit être l'action, la partie à jouer des populations? Parce que, ok, on lance un programme, il y aura certainement une dynamique qui viendra du gouvernement et autres, mais en tant que population, en fait, quel est le rôle à jouer? Mais c'est pour ça que le changement ensemble est primordial, parce que le changement ne viendra pas du sommet. Le changement ensemble, c'est quoi? Quand je vais, par exemple, à la mairie, et que j'ai envie de faire légaliser mon acte de naissance, et que la personne qui est là me demande le coca, je lui dis quoi? Je ne te donne pas le coca. Faut pas donner le coca. Mais il va pas légaliser ton acte de naissance. Il va pas légaliser mon acte de naissance. Et tu auras quelle force pour aller... Mais si Gina est la seule à demander ça et que les autres ne changent pas leur comportement, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Mais si Gina change, Dafresh change, tout le monde change, vous pensez que la personne va continuer de pouvoir faire ça? Non. Parce qu'ensemble, on arrêtera. Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit tout le monde, que le changement se fasse pas simplement au sommet, mais partout dans la société. Sinon, on n'y arrivera pas. Sinon, on n'y arrivera pas. Il faut que les gens se disent, oui, j'ai des opportunités. On a mis en place, un cadre, par exemple, dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, par rapport à il y a 30 ans, vous ne trouvez pas qu'il y a plus de Gabonais qui maintenant pensent que je peux être entrepreneur? Moi, quand j'étais au lycée, il y a très longtemps, je ne suis plus aussi jeune que vous, quand on discutait entre condisciples de classe, ce à quoi on aspirait, c'était... La plupart du temps, la majorité des gens, c'était « je vais être fonctionnaire ». Ceux qui étaient un peu téméraires disaient « je vais travailler dans le secteur privé ». Mais quel secteur privé? C'était le secteur pétrolier et c'était le secteur bancaire peut-être. D'accord?
quasiment personne, je ne me souviens pas d'un seul de mes condisciples qui disait « je veux être entrepreneur ». Jamais, jamais. Aujourd'hui, quand je vois mon fils, mes neveux, etc., à aucun moment ils ont même pensé être employés, à aucun moment. Ils disent « c'est pas grave, je vais essayer, hein. Si je me plante, tant pis, mais au moins je vais essayer ». Donc je pense qu'on a fait des progrès. On a valorisé l'entrepreneuriat, mais on n'a pas aidé à l'entrepreneuriat à réellement s'installer. On n'a toujours pas réglé les questions de financement par les banques. Frère, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il faut voir l'évolution. C'est un processus. Et je pense que souvent l'erreur qu'on commet, c'est de dire ah oui, mais on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela, mais on oublie de regarder d'où on vient, hein, et de voir le progrès qui a quand même été réalisé. Il y a 7 ans, il y avait un incubateur d'entreprise au Gabon. Non. Non. Voilà, maintenant on en a un. Il est à Libreville, certes. Donc on est parti de 0 à 1. C'est un progrès. Mais maintenant, quand on a fait ça, on voit que c'est pas suffisant. Parce que pourquoi c'est seulement Libreville? Pourquoi il n'y en a pas à Port-Gentil? Pourquoi il n'y en a pas à Franceville, etc. Donc désormais, il faut qu'on ouvre des incubateurs d'entreprises pour les jeunes qui veulent se lancer dans les chefs-lieux de province. Et là, petit à petit, on va améliorer le cadre. Mais on n'a pas ouvert d'incubateur immédiatement dans tout, parce qu'il fallait peut-être tester d'abord l'incubateur national à Libreville. Maintenant, à Libreville, peut-être qu'il en faut un deuxième, peut-être qu'il en faut un troisième. Voilà. Je pense que c'est comme ça c'est comme ça la vie, en fait. Hein. Pour vous, quels sont les grands piliers en fait de développement dans lequel le programme de l'égalité des chances devrait être bâti? Mais il est bâti déjà sur 5 piliers qui sont clairs. Oui. Hein? C'est déjà l'accès à la santé. Si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez rien faire. Il y a l'accès à l'éducation, la formation. Et l'accès à la santé, on reste d'abord à l'accès à la santé. Comment on garantit l'égalité des chances à tout le monde concernant la santé? Vous êtes à la CNAM-GS? Oui. Bon. Grâce à la CNAM-GS, par exemple, si vous allez au CHU de Libreville, si vous n'avez pas la CNAM-GS et que vous devez être hospitalisé, hein, par exemple une opération chirurgicale, normalement vous devriez payer 118 000 par nuit. Grâce à la CNAM-GS, vous allez peut-être payer 15 000 ou 17 000. Hein. Voilà, c'est l'égalité des chances. Parce que combien de personnes pourraient se permettre de payer 118 000 par nuit? Il y a dans des hôpitaux où on met de côté les gens qui ont la CNAM-GS pour faire priorité aux gens qui ont de l'argent cash. Des hôpitaux publics? Oui. Mais ça doit être dénoncé. Je pense que le président l'a dénoncé. Ça rentre dans le changeant ensemble, là, oui, exactement. Ça rentre dedans. Et le candidat l'a dit lors d'un des meetings qu'il a fait récemment. Il a dit que ça ne doit plus être acceptable. Hein. On met en place les structures. Avant, il n'y avait pas de structure aussi développée. On a mis en place les structures. On a mis en place la CNAM-GS. Maintenant, les gens, petit à petit, en vulgarisant le message, vont comprendre que, mais oui, c'est pas simplement de la blague, c'est pas simplement ça se fait enregistrer, que quand on est enregistré, on obtient maintenant des avantages. Et ils vont mettre la pression, justement, sur les responsables des hôpitaux pour obtenir le service auquel ils ont droit, parce qu'ils cotisent. D'accord. Donc après la santé? Après la santé, il y a la formation. C'est très important. Dans mon domaine, par exemple, dans les mines, ce que j'ai constaté en arrivant, c'est que je n'ai aucun mal à trouver des géologues. Les géologues, ce sont ceux qui sont chargés de faire la recherche. Je n'ai aucun mal. Maintenant, une fois que j'aurai trouvé le gisement, il faudra exploiter. Ce n'est plus les géologues qui font ça, ce sont les ingénieurs des mines. Et là, j'ai énormément de mal à trouver des ingénieurs des mines. C'est très, très, très compliqué. Je pense que sur 100 CV de géologues que je reçois peut-être 1-2 CV maximum d'ingénieurs des mines. Donc ça, c'est pas bon. Si moi j'ai ce problème-là, les sociétés privées qui sont dans le secteur minier ont également ce problème-là. À un moment donné, quand tout le monde va trouver et voudra lancer son exploitation, hein, on aura un problème de compétences. Qu'est-ce qui risque d'arriver? On va faire venir la main d'œuvre. Donc il ne faut pas que ça arrive. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on aura l'exploitation. Donc l'État va récupérer les royalties, les taxes de l'exploitation, mais peu de Gabonais seront employés. Et donc, le changement ne sera pas maximal. Hein. On aura peut-être atteint 70% de ce qu'on aurait pu réaliser. Parce que le progrès, ce n'est pas simplement l'argent qui rentre, c'est le bien-être, c'est les Gabonais qui trouvent des emplois, qui peuvent eux-mêmes prendre en charge leur famille, etc. Donc, si on ne forme pas des ingénieurs des mines, c'est ce qui va arriver. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire, hein? Et c'est pas comme par un claquement de doigts, c'est pas tout simplement quelqu'un qui s'est réveillé l'année dernière qui a dit
il faut qu'on construise une école des mines et de la métallurgie quelque part. Non, ça a été pensé parce que c'est un problème qui existait. Ça a été détecté. On s'est dit, il faut qu'on le fasse. Maintenant, comment on le fait? On a signé un partenariat public-privé avec Comilog. On a dit à Comilog, toi, tu exploites au Gabon, ok? Il faut que tu fasses ça, on va faire ça ensemble. Donc, l'école des mines et de la métallurgie de Mwanda a été inaugurée par le président de la République en juin 2016. La première rentrée, ce sera en septembre-octobre 2016. Et en juin, lors de l'inauguration, je discutais avec le directeur général, monsieur Étienne Mvoula, et il me disait que, alors qu'il n'a que 60 places à offrir, il y a déjà 100 candidats. 100 candidats. Et il y a des candidats, des Gabonais qui étudiaient en France, par exemple, qui ont postulé pour revenir parce qu'ils estimaient qu'ils allaient être mieux formés en étant là, avec des débouchés certainement plus sûrs. Hein. Il y aura l'égalité des chances là, à ce moment? Ah oui, il y aura l'égalité des chances, bien sûr. Il y a eu l'égalité des chances dans la sélection des candidats? Bien sûr. D'accord. Parce que quel est l'intérêt? Prenez une société... Il faut comprendre les Gabonais. Hein? Non, je comprends ça tout a à fait. duré vraiment dans ces pays. Je comprends tout Il y a à des fait. gens qui sont frustrés parce qu'ils ont été écartés à l'avantage de certaines personnes qui n'ont rien produit. Je comprends tout à fait. Donc, je comprends tout à fait. Mais une société minière, quel est son intérêt? C'est d'avoir les meilleurs gens formés possibles. Hein? Pourquoi? Parce que si vous prenez un gars qui n'est pas bon... Mais c'est pas seulement pour une société, même un pays, c'est d'avoir les meilleurs Gabonais formés possibles. Non, je comprends. Mais à l'époque, on a donné des bourses, on a favorisé des gens qui n'ont rien produit pour le pays. Sinon, le pays ne devait pas être dans cette situation. Non, on donne je des comprends bourses tout à fait. depuis 40 ans dans ces pays. Je comprends tout à fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont, dont la formation qu'ils ont reçue grâce à la bourse de l'État n'est pas en adéquation avec ce que les besoins. entreprises recherchent. Hein? Comment dire, il y a beaucoup de sociologues. Est-ce qu'on a besoin de tant de sociologues que ça? Certainement pas. Il y a beaucoup de gens qui font philosophie. Est-ce qu'on a besoin de tant de philosophes que ça? En revanche, moi je sais que je manque d'ingénieurs, des mines, je manque de techniciens. On demande aux entreprises minières de transformer sur place. Ça s'appelle la métallurgie. Mais personne n'a jamais fait ça au Gabon. Personne. Donc, si on veut pousser les entreprises à le faire et qu'elles ne nous disent pas « je veux bien le faire, mais il faut que je fasse venir mes propres gars, etc. » Il faut qu'on forme les gars pour leur enlever l'excuse là. Comme ça, on pourra leur dire « non, vous n'avez pas besoin parce que nous, on a une école. Allez prendre les gars qui ont été formés là-bas. C'est sûr qu'ils n'ont pas l'expérience, mais ils ont été formés et petit à petit, ils vont acquérir l'expérience. Hein. Et ça, ils comprennent parce qu'eux-mêmes, ils ne naissent pas avec l'expérience. Voilà. D'accord. Donc après la formation? Après la formation, c'est l'accès à l'emploi. D'accord. Hein. Il y a déjà 60 000 emplois qui ont été créés durant le septennat. Entre 2005 et 2009, ça fait à peu près 5 ans, il n'y a que 14 000 emplois qui avaient été créés au Gabon. Hein. Depuis 2009, chaque année, on crée en moyenne 12 000 emplois. Je pense qu'on a fait pas mal de progrès. On les crée comment? Parce que les gens, quand on leur dit on a créé 60 000 emplois, on les crée comment? Enfin, ils sont toujours en case, Demandez à ils tous n'ont ceux pas qui de sont dans le travail. programme Graines, par exemple. Ah, d'accord. Hein. Demandez, vous prenez le complexe métallurgique de Mwanda. C'est Comilog qui a fait ça pour transformer le manganèse. Ça a coûté à Comilog à peu près entre 100 milliards et 120 milliards de francs CFA. Il y a 400 personnes qui travaillent là-bas. 392 Gabonais. 392. Vous pensez que tous les 392 là travaillaient à Comilog avant? Non. Ils ont été recrutés. Ce sont des gens qui n'avaient certainement pas d'emploi avant, qui ont été recrutés, qui ont été formés à de nouveaux métiers qui n'avaient jamais été faits auparavant. Ça, c'est du concret. Ça, c'est du concret. Souvent, les gens disent, oui, 60 000, mais ils sont où? Mais ils sont sur le terrain, ils travaillent. Ils travaillent. Ils ne sont pas sur Facebook. Ils ne sont pas sur Facebook. Bah, tout le monde n'est pas sur Facebook. Tout le monde n'a pas envie d'être sur Facebook. C'est dommage. Mais bon. Mais ils sont là. Ils sont là. À la SEM, par exemple, quand je suis arrivé, il n'y avait personne. J'ai été le premier parce qu'on m'a nommé. Aujourd'hui, nous sommes 35. Ça fait 35 emplois. Et il y a beaucoup de mes collaborateurs, peut-être 90%, qui ne travaillaient nulle part avant. Qui sont jeunes, qui ont été recrutés quasiment à la sortie de l'école et qui ont été formés. Voilà, ça fait partie des 60 000. L'accès à l'emploi, c'est aussi rendre accessible l'information de l'emploi, c'est-à-dire qu'à tel endroit on recrute, à tel autre endroit on recrute. Ah, totalement. Parce que ça, c'était un grand problème au Gabon. C'était toujours un grand le problème. téléphone. Allô Ingrid? Oui, à la scène on recrute. Je connais quelqu'un là-bas, viens vite. C'était comme ça. Amène vite ton Emmène vite le Amène. dossier. Vous avez fait une annonce au recrutement à la SEM.
On n'en a jamais entendu parler, ni dans l'Union, ni à l'ONE, Si, on a fait ni sur le ça. site jobgabon.com. Non, on a fait ça. On a publié une annonce dans l'Union une fois. C'était pour un poste de directeur administratif et financier. Pour 2 ou 3 autres postes, je suis passé par l'ONE. Et les autres, c'est que comme on communique, les gens savent qu'on existe, notamment dans le secteur minier. Donc, Les candidatures spontanées. voilà, il y en a énormément. C'est quoi la candidature spontanée? Les gens qui Sans- viennent, sans- qui viennent déposer sans leur CV, offre d'emploi, ils déposent sans offre juste. d'emploi, juste au cas où. Et après, quand on a besoin de quelqu'un, on regarde d'abord dedans, parce qu'au moins, on n'a pas besoin de payer l'annonce dans l'Union. On n'a pas besoin de... Mais là, ça ne d'aller donne pas la chance à l'ONU. tout le monde. Il y a tout le monde n'a pas la force de se lever spontanément et puis d'aller déposer un CV. Et surtout, tout le monde n'a pas l'argent de se Après, lever moi- spontanément. Oui, ils vont dire ça, ils vont dire je n'ai pas l'argent du taxi, il faut faire les photocopies. Internet est là. Mais il y a encore la grosse non, fracture non, numérique en Afrique. Non, d'Afrique. Les gens regardent En Internet Afrique, pour on est au regarder Gabon. Facebook. On est en Afrique, on est au Gabon. On est au Gabon. On est maintenant connecté à 2 câbles sous-marins. La fibre optique a progressé au Gabon. Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai. Urban FM, vous postez, vous avez une page Facebook. Pourquoi vous avez choisi la page Facebook? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans votre cible, qui sont sur Facebook. Ils sont sur Facebook comment? Par l'opération du Saint-Esprit? Non, c'est parce que la fracture numérique a été réduite au Gabon. Il ne faut pas qu'on monte là-dessus. Aujourd'hui, 60% de la population a accès à la fibre optique. La 4G est au Gabon, la 3G est au Gabon. Moi, avant d'être dans les mines, j'étais dans les télécoms. Et le Gabon a toujours été l'un des pays où le nombre d'abonnés au mobile, au cellulaire, est l'un des plus élevés d'Afrique. Aujourd'hui, en moyenne, on estime que chaque Gabonais, qu'il ait 1 mois, ou 2 mois, ou 70 ans, a 2 téléphones. Ouais. En moyenne. Bon, il y a certains qui ont 5. Parce qu'il y a ceux qui ont Il y a 4 raison. Il y a ceux qui ont 4 Il y a d'autres qui ont juste un téléphone, mais c'est ça la moyenne. Et il y a de plus en plus de smartphones. Ouais. Il y a des smartphones qu'on vend à la gare routière à 15 000 francs qui permettent de naviguer. Voilà. Moi, quand je vois des gens quand je les regarde, je me dis, comment toi tu as un iPhone 6? Comment? La petite fille du lycée de 15 ans. Bah, Ah, Ingrid, tu te reconnais tout ton iPhone. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a fait des progrès en termes de connexion au numérique. Donc, quand on me dit, je n'ai pas accès à Internet, je ne peux pas envoyer des dossiers, je n'ai pas l'argent pour aller, je dis non. Là, au bout d'un moment, il faut que chacun fasse un effort quand même. Les gens qui déposent leur CV à la SEM, au moins, ils ont l'opportunité d'avoir un emploi. Ça ne veut pas dire que je vais les prendre. Si je n'ai pas besoin de quelqu'un, je ne peux pas juste créer un emploi pour satisfaire la personne. Mais au moins, ils sont dans le pool. Quand j'aurai besoin de quelqu'un, c'est par là que je vais commencer. C'est par là que je vais commencer. Et moi, je dis souvent aux gens qui viennent déposer, mais envoyez surtout par email. Parce que quand on fait les recherches, par mots-clés, si on veut taper assistante administrative, plutôt que d'aller fouiller dans les papiers, on tape assistante administrative dans le moteur de recherche et on trouve beaucoup plus facilement. Il y a encore des gens qui nous amènent des dossiers manuscrits ou le CV manuscrit. C'est plus comme ça qu'on fait. Parce que tout de suite, ça te met en arrière par rapport à Aux autres. Et après l'emploi? Après l'emploi, il y a l'autonomisation des femmes. Donc D'accord. ça c'est extrêmement important. Les femmes représentent plus de 50% de la population et il faut qu'elles aient autant de chances que les hommes d'accéder à toutes les fonctions. Et c'est très important. Le président l'a martelé encore et encore. Il a déclaré la décennie actuelle, décennie de la femme. Et je pense que c'était un geste symbolique très fort pour montrer que ça le préoccupait et qu'il fallait améliorer encore plus les choses dans ce domaine-là. D'accord. Et le dernier, c'est justement mettre fin aux privilèges indus et instaurer vraiment une plus forte méritocratie au Gabon dans tous les domaines. Donc, en fait, l'égalité des chances va nous entraîner à la méritocratie. Exactement. Parce que c'est seulement comme ça qu'on doit choisir. Une fois qu'on a dit tout le monde a les mêmes chances, comment on choisit les meilleurs? Est-ce que vous ne pensez pas que l'égalité des chances et la méritocratie va donner encore plus de force aux gens les plus nantis? Parce que nous deux, on a la bourse pour aller à l'université en France. Oui. Mais moi, je peux encore ajouter un peu d'argent sur la bourse là pour mettre mon enfant dans une meilleure université en France.
Prenons l'exemple. La Fraîche. Vous êtes directeur de Urban FM. Hein? Donc ça veut dire que vous avez une certaine situation sociale. Est-ce que pour autant, si vous voulez que votre enfant bénéficie du meilleur, vous n'allez pas essayer de lui donner le meilleur et vous allez vous contenter simplement de la bourse? Non, ça c'est légitime. On ne peut pas empêcher les parents de faire ça. Mais au moins, ce qu'on ne veut pas, c'est que quelqu'un qui n'est pas DG de Urban FM se dise « Ah, moi je n'ai pas de moyens et je ne connais personne, donc mon enfant n'aura même pas la bourse. Il va s'arrêter en 3e par exemple parce qu'au-delà il ne peut plus aller, je ne peux plus payer l'école. » C'est ça qu'on ne veut plus. Hein. Il faut que tous les enfants soient scolarisés, que tous les enfants puissent aller à l'école primaire, secondaire, ensuite que tous les enfants bénéficient de la bourse pour aller faire des études supérieures et après, en fonction des capacités de chacun, vous pouvez faire des études plus ou moins longues. Oui. C'est pas donné à tout le monde de faire des études longues. Peut-être qu'on n'apprécie pas. Moi, par exemple, je ne voulais jamais faire de doctorat parce que je trouvais que c'était trop compliqué, c'était trop long. Donc, je me suis arrêté au milieu. Il y a d'autres que je connais qui ont juste fait un BTS parce qu'ils ne voulaient même pas faire de maîtrise. Donc, chacun, en fonction de ses aspirations, ira aussi loin qu'il peut. Et moi, je crois fortement en quelque chose, c'est qu'on n'est pas obligé de faire toutes les études une seule fois et puis après c'est fini pour le restant de sa vie. On peut faire un bac plus 2 d'abord, on va travailler, après on estime que bon, je veux aller plus loin, j'ai besoin de renforcer telle compétence, je repars à l'école, je fais maintenant un bac plus 5 et pourquoi pas aller même au-delà. Moi c'est ce que j'ai fait et je pense que c'est un bon modèle. D'accord. Merci Monsieur Fabrice Ebekale qui est avec nous ce matin sur les 104.5. Nous sommes entretenus pendant 31 minutes et je pense qu'on a fait le tour de la question. Merci à Ingrid et à Gina. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez donc le Da Fresh Morning. Monsieur Ebekale, avant de se séparer, avez-vous une dernière chose à dire à les personnes qui vous écoutent? Alors à tous ceux qui nous écoutent, moi je dis que le 27 août, donc samedi prochain, c'est un grand jour pour le Gabon et que tout le monde doit récupérer sa carte d'électeur et aller voter. Et en ce qui me concerne, et j'encourage tout le monde à le faire, d'aller voter pour Ali Bongo Ondimba qui est mon candidat. Merci. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.